on va commencer la séance, puisqu'on a le quorum. Tout d'abord, je vais vous dire, vous souhaitez une bonne rentrée à ceux que je n'ai pas vus, mais je crois que j'en ai déjà à peu près vu tout le monde. Et puis, les procurations, donc Philippe Hortemise à moi-même, et Jean-Claude Desilles à Madame Tacha. Nous avons besoin d'une secrétaire de séance. Je vous propose Chantal, si vous en êtes d'accord, sauf si quelqu'un tient absolument à le faire à sa place. Moi, Chantal, ça parle de concurrence. Et puis, donc, nous allons passer à l'ordre du jour. D'abord, l'approbation du PV du Conseil du 17 mai 2021. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Pour marquer notre désapprobation concernant le fait de ne pas avoir pris en compte nos questions arrivées hors délai lors du dernier CM, nous nous abstiendrons sur ce dernier PV. Nous considérons que les délais impartis étaient extrêmement courts et nous ne sommes pas d'accord avec le procédé. Alors, je ne vais pas engager le débat. Le délai il correspond à ce qui a été précisé dans le règlement intérieur du Conseil municipal. Voilà. Alors, j'ai aussi d'autres remarques. J'en ai une tragédie de Saint-Chiron en avant. Je ne les lirai pas. C'est toujours les mêmes remarques, puisque M. Levert se sent obligé de me ressortir les mêmes questions et remarques à chaque conseil municipal, puisque les réponses qu'on lui apporte ne lui conviennent pas. Et puis, je lui rappellerai aussi qu'il serait souhaitable qu'il soit là de temps en temps. Parce que l'argument consistant à dire que c'est le manque de réponse à ces questions qui justifie son absence au conseil municipal, pour moi, c'est pas recevable. Il a été présent jusqu'à présent, sur ce mandat-là, une seule fois, le 29 juin 2020. Donc, et en visio. Et donc, éventuellement, s'il a du temps, M. Levert pourra lire les articles L21, 21.5 et R21, 21.5 du CGCT, et également la charte de l'élu local, notamment le point numéro 6. Alors, de toute façon, sa page de littérature sera jointe au PV, vous pourrez la lire. D'autres remarques? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. 2 contre. 2 contre. Pardon. Les décisions que j'ai signées. Donc la 36. Le contrat d'engagement avec la société Esprit Rock'n'Roll pour la prestation musicale du vendredi 18 juin 2021 pour un montant de 2004 € de TC. Donc ça, c'était dans le cadre des rencontres musicales. La 37, la convention d'occupation temporaire du domaine public routier avec la société Burns pour le déploiement du dispositif du service public de distribution de l'eau potable de la commune de Saint-Chiron. Et ça, c'est dans le cadre de la télérelève qui était prévue dans la DSP, qui est en cours de déploiement. Et donc, si je me rappelle bien, c'est le système de répétiteur pour transmettre les informations. La 38, de signer le contrat de cession avec l'association Live One Spectacle pour la prestation musicale du 21 juin 2021 pour 1500 €, donc ça c'était la fête de la musique. La 39, de signer la convention de servitude d'ancrage et de raccordement d'un dispositif de vidéoprotection sur un immeuble privé. La 40, c'est la même, ce sont des conventions avec des particuliers quand nous avons besoin d'utiliser leur bâtiment pour poser nos caméras de vidéoprotection. La 41, la signature de la convention d'honoraires avec la société Atis pour un montant de 120 € hors taxe horaire. Je ne sais plus comment vous procédez. Ce que je vous demanderai, enlevez votre masque quand vous parlez. D'accord, pardon. Je disais donc, je ne sais plus comment je le procède. Est-ce qu'on laisse finir tout? On peut poser des questions entre temps? Comme vous voulez, ça vous dit, on peut les poser au fur et à mesure. Au fur et à mesure? Bon, ok, moi j'ai une première question concernant la 21036 qui est couplée du coup avec la 21042. Je voulais connaître la différence de tarif. C'est parce que, pardon, ils n'avaient pas compté au démarrage l'équipement musical, l'équipement, tout le matériel de son, ainsi que 2 techniciens son pour leur spectacle. Donc ça a changé le tarif.
Ça n'avait D'accord. pas été prévu au départ. Parce que, ok, je me suis dit pourquoi un différent, je pensais que c'était parce qu'on avait pris le contrat l'année dernière, et comme on avait fait un report, peut-être qu'ils avaient augmenté leur Non, on les avait pris l'année dernière, ils nous avaient fait un devis, mais dedans n'était pas compris la prestation concernant le technicien son. Et ça a été une surprise de dernière minute. Donc D'accord. on a été obligé quand même de prendre un technicien son. Très bien. Et j'avais une question, on est passé aussi dessus. Sur la 039, de quoi il s'agit concrètement? Le 39? Oui. Oui, c'est ce que je viens de dire. En fait, c'est quand on a besoin d'utiliser la maison ou le mur d'un particulier pour pouvoir implanter nos caméras. Donc, on signe une convention avec la personne. C'est pas pour le privé, donc ça reste dans le public. Ah ben, la caméra, Elle est pour la photo, regarde quoi. le domaine public, elle n'est pas chez nous. On ne va pas encore mettre les caméras chez les gens. D'accord. C'est pour la vie. C'est uniquement le support pour la caméra. Nous, ça nous évite de planter un poteau dans un trottoir, des choses comme ça. Voilà. D'autres questions? Non? Alors, oui. La 42, donc on vient de voir de quoi il s'agissait. La 43, c'est la signature de l'avenant numéro 4 à la convention d'occupation précaire avec l'association Un Abri qui sauve des vies. Si vous vous rappelez, on avait déjà signé une convention. C'était pour une personne qui était en difficulté, qu'on avait logée de façon temporaire. La 44, de signer le marché de location maintenance du parc de photocopieurs avec la société Sharp ainsi que l'ensemble des documents y afférents pour un montant de 30 308,18 € hors taxe sur 4 ans. La 45, signature d'un contrat de cession avec... Oui, Je peux vous interrompre, j'avais une petite question sur la 44. oui. Bonjour, oui, pardon, c'est vrai, j'ai pas le temps. Je voulais savoir parce que le prix est assez important. Ah oui, pardon. Le prix est assez important de cette convention. Est-ce que la mairie s'est engagée justement à réduire les charges de papier, etc., avoir une démarche plus écologique dans le futur? Ça, il y a longtemps qu'on fait, mais malheureusement, les photocopieurs, on en a toujours besoin. Et l'administration française en général est encore très férue de papier. Ah, c'est pas encore la digitalisation alors. Ça vient, ça progresse. Mm. Et le marché, c'est sur 4 ans. Ouais, c'est vrai, mais ça fait 7000 par an quand même. Ouais. La 45, la signature d'un contrat de cession avec caricatureavenue.com pour le Jardin des Livres, pour 420 € TTC. Donc ça, c'est pour rappeler qu'on avait passé un contrat avec cette société pour avoir un caricaturiste dans la journée que vous avez tous vu quand vous êtes venus au Jardin des Livres. Je pense que j'ai un portrait de tout le monde d'ailleurs. Voilà. On va les afficher un jour. On fera une galerie. Oui, c'est ça. La 46, donc la signature de convention de financement avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans le cadre du plan de relance, continuité pédagogique, socle numérique dans les écoles élémentaires, ce qui nous apporte une subvention de 16 316,40 €. La 47, de signer la convention d'objectifs et de financement, investissement numéro 14 2021 avec la CAF, pareil, pour un montant de 2 372,90 €. La 48, de signer le contrat de cession des droits d'exploitation avec les pyromanciens excentriques pour le spectacle du 27 novembre 2021 pour un montant de 2 532 € TTC. Donc ça, c'est pour le marché de Noël. La 49, de signer l'avenant numéro 1, un contrat d'entretien avec Moderne Restauration Gestion pour 1 500 € TTC par an. La 50, signature du marché de travaux pour la réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue du Coteau Nord, pour un montant, donc, qui vous indiquait de 139 630,10 €. Alors en fait, on fera une nouvelle décision, puisque ce chantier de la rue du Coteau Nord a été scindé en 2 parties. Comme on va faire une partie sur le budget 2021 et la seconde partie sur le budget 2022, le montant qui vous est affiché ici, c'est le montant total du coût du chantier. Donc on refera une décision pour remettre les bons chiffres. La 51, la convention d'objectifs et de financement avec la CAF dans le cadre de l'action Axe 3 engagements et participation des enfants
et des jeunes pour un montant de 1 400 €. La 52, de signer un contrat de cession avec la société Povadis Show pour le spectacle du 12 octobre 2021 pour un montant de 520 € TTC. Et la 53, la signature du contrat de location pour la machine à affranchir avec Francotype pour un montant de 519 € hors taxe. À noter que sur la machine à affranchir, si je me souviens bien, j'avais demandé qu'on regarde bien les prix et qu'on regarde plusieurs fournisseurs de ce côté, parce que je crois qu'on a diminué le coût un facteur important. Alors là-dessus, j'avais une question de Saint-Chéron en avant. Aucune décision prise par le maire portée à notre connaissance depuis le 17 mai 2021 et aucun CM depuis cette date. Merci SVP et monsieur le maire de s'expliquer sur cette longue période de vacances et l'absence de CM depuis le mois de mai. Alors, bon, si monsieur le maire était là, je lui dirais que, si ça peut le rassurer, que je n'ai pas pris 4 mois de vacances, j'ai pris 3 semaines cette année. Bon, alors par contre, il y a eu, vous avez dû le voir, il y a eu une erreur technique. La note de synthèse a été transmise en 2 fois, donc tout le monde a eu les décisions quand même. Et concernant l'absence de conseil depuis le mois de mai, on est conforme au règlement intérieur du conseil et à la réglementation, puisque le conseil doit se réunir au moins une fois par trimestre. Voilà. Les décisions, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Oui. C'est quelque chose pour les photocopieurs, c'est pas que ceux de la mairie, c'est tous les sites de la commune. Il y a les écoles, il y a la mairie, il y a la bibliothèque. Je n'ai pas tout en tête. C'est important de le voilà, c'est pas que la mairie. C'est tous les sites de la commune. Merci. C'est important, oui. Oui, il y en a un dans chaque équipe. Il y en a déjà un dans chaque équipe. Oui, c'est ils en font beaucoup. Voilà. Ils en font un nombre raisonnable. Ils sont sensibilisés. Très bien. Alors, le point numéro 1 de l'ordre du jour, l'installation de nouveaux conseillers municipaux suite à démission. Donc, suite à la démission de M. Hurtaud et de Mme Tresca, qui ont été réceptionnés en mairie le 1er juillet dernier, donc le candidat venant sur la liste après le dernier élu a été contacté. Et donc, nous avons contacté la liste Ensemble pour Saint-Chéron, et Mme Virginie Michaud a été contactée pour remplacer M. Hurtaud, et elle a accepté la proposition de devenir conseillère municipale. Ensuite, M. Medina a été contacté pour remplacer Mme Tresca, mais M. Medina a refusé de remplacer Mme Tresca. Mme Coralie-Louise, suivante sur la liste Ensemble pour Saint-Chéron, a donc été contactée. Elle a signifié sa démission le 8 juillet dernier, réceptionnée en mairie le 13 juillet 2021. Et donc, le suivant sur la liste, M. Florian Michaud, a donc été contacté pour remplacer Mme Tresca. Il est donc désigné pour remplacer Mme Tresca au conseil municipal. Donc, je vous propose de prendre acte de la démission de M. Hurtaud et de Mme Tresca, du refus de siéger de M. Medina et de la démission de Mme Louise. Et donc, nous prenons acte de l'installation de Mme Michaud-Virginie et de M. Florian Michaud en qualité de conseiller du conseil municipal, et je leur souhaite la bienvenue. Je n'ai pas l'habitude de leur dire monsieur et madame. C'est clair. Très bienvenue à vous. Le point numéro 2. Donc, il dit démission, il faut modifier la composition des commissions communales. Donc, suite aux démissions qu'il y a eu et l'installation des nouveaux conseillers, il convient de procéder au remplacement des démissionnaires. Alors, j'avais une question de Saint-Chéron en avant, bien sûr, qui présentait les candidatures suivantes au poste vacant de Mme Quintard aux commissions de communication et d'accessibilité, de M. Levert aux commissions de développement durable, d'urbanisme et d'affaires jeunesse et scolaire. Donc, je vais rappeler à M. Levert que les conseillers qui ont démissionné étaient sur la liste Ensemble pour Saint-Chéron et pas sur la sienne. Voilà. Donc, ces candidatures ne peuvent pas être acceptées. Donc, ce que je vous propose, c'est de désigner les membres des différentes commissions qui sont concernées. Cela dit, il faut rappeler que les installations en commission ont été convoquées. Ah oui, oui. C'est pas vrai. Moi, je l'ai pas dit. Donc, la commission développement durable. Si je me rappelle bien, vous proposez Mme Virginie Michaud. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. La commission urbanisme. Donc, c'est Mme Bilot. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Commission Affaires Jeunesse et Scolaires, c'est Madame Virginie Michaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La Commission Communication, Monsieur Florian Michaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La Commission Commerce, Monsieur Florian Michaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la Commission Accessibilité, et donc, j'attends que tu me donnes un nom, c'est toi? Je rigole? Ok, donc Madame Bilot. Ah, c'est suppléant du coup. Non. Accessibilité, suppléant, c'est Christian de l'INAP. Ok. Excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point numéro 3, qui est toujours à la suite des démissions, c'est la modification de la composition de la commission de contrôle des listes électorales. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la commission de contrôle des listes électorales, vous la connaissez. Donc, ce qu'on vous propose pour la première liste minoritaire, on a vu ça avec Cribel, c'est de mettre Cribel-Bilot délégué titulaire et M. Delinotte comme suppléant, c'est ça? Florian. Florian. Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on passe au point numéro 4 qui concerne les finances, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Logique. Au regard de l'article 1383 du Code général des impôts, qui a été modifié par la loi du 28 décembre 2019, dispose que les constructions nouvelles, reconstructions, additions de construction et conversions de bâtiments ruraux en logements ou usines sont exonérées de taxes foncières sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent celles de leur achèvement. L'article précise que la commune peut, par délibération et pour la part qui lui revient, limiter cette exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 90%, 80% ou 90% de la base imposable pour ces mêmes constructions. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés par l'État, qui était prévu aux articles 301.1 et 306 du Code de la construction et de l'habitation, ou de prêts conventionnés. Considérant la nécessité de limiter au maximum les pertes de recettes découlant de cette réforme, nous vous proposons d'exonérer à 40% de la base imposable de la taxe foncière sur ces propriétés bâties à compter du 1er janvier, non pas 30%. Est-ce qu'il y a des questions sur cette modification des lois et modification de réduction? D'autres questions? Il y avait une question de Saint-Cheron en avant, mais c'est la question qui concerne le point suivant. Qui est contre? Qui s'abstient? Non. C'est la carte. Deux abstentions? Oui, c'est ça. Quatre abstentions. Ouais, là je crois que le son, ça le rend utile. Est-ce que ça va être quand il y aura le radiateur? Oui, justement. Tu rigoles? Il fait super chaud. Excusez-moi, j'ai une question. Du coup, on ne peut pas fermer la porte? Ah non. Ah oui, c'est une ouverture au sens. Il fait chaud, ça va un peu bien. Je la réouvrirai. Merci bien. Merci. Oui, ça va. J'ai cru en fait quand il disait rien, parce que Le point numéro 5, la taxe annuelle sur les friches commerciales. Alors, comme on l'a fait l'année passée, donc on doit
par rapport à l'article 1530 du Code général des impôts prévoit donc, que les communes peuvent instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire, qui a réalisé la ville de Saint-Chéron au mois de mai 2018. Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe. Après avis de la commission commerce en date du 6 septembre 2021, la liste des biens concernés pour 2022 est la suivante. Donc, on a coché, si vous regardez, vous avez deux états, hein, un qui sera envoyé à la DGFiP et l'autre qui est pour nous, pour arriver à un peu mieux centrer les sociétés. Donc, il y a la SARL Aubert, la Moineau, qui est l'ex-expert comptable, Monsieur Jaffert, rue de Charles de Gaulle, qui est l'ex-NMA, Monsieur Samba, rue Charles de Gaulle, qui est l'ex-boucherie, Monsieur Lopez, rue Charles de Gaulle, qui est l'ex-auto-école, et la SCI Dijon, SCD 116, qui est l'ex-jardinerie. Voilà pour la liste qui a été approuvée par la commission commerce. Y a-t-il des questions sur cette liste? Il y avait des aides pour les commerçants, il y avait des aides aussi pour les propriétaires. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des aides pour les tarifs préférentiels pour pouvoir louer plus facilement les espaces? Après, les aides pour les commerçants, ils ont la chambre de commerce qui peut les aider pour différentes choses. Hein. Alors après, que ce soit sur leur installation dans un bien ou dans autre chose. Pour les propriétaires, je ne sais pas trop, ils ont des droits et des obligations. Dans leurs obligations, c'est de respecter des loyers potentiellement accessibles aux commerçants, de la sécurité. Voilà. Après, est-ce qu'ils ont des aides? Oui, sûrement. Mais ça n'a pas vraiment rapport avec notre taxe sur les locaux. Là, sur la taxe, on l'a mis en place justement pour inciter les propriétaires à louer leurs locaux à des commerçants. Une des difficultés de Saint-Chéron, c'est le montant trop élevé des loyers. Voilà. Donc, après, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous m'avez dit qu'il y avait peut-être un barème, j'en sais trop rien. Mais non, je n'ai pas entendu. Comme ça, je n'en sais rien. D'accord. On ne peut pas. Le propriétaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est son loyer. Donc après, on peut pas l'aider pour son loyer. D'accord. Parce qu'avec la Covid, par exemple, ils ont peut-être eu du mal à trouver plus de locataires. Les locaux qui sont vides, là, sont vides. Les ouvrir aussi. Ils sont depuis longtemps, ouais. De toute façon, parce que la taxe ne sera applicable qu'au-delà des 2 ans. C'est pas encore le phénomène Covid. Ce n'est pas encore le phénomène Covid. D'accord, très bien, très bien. Puis on peut quand même considérer que ça a un effet positif, puisqu'on a quand même la poissonnerie qui va s'installer, on a le réparateur de téléphone qui vient de s'installer, voilà. On a quand même 2 magasins au moins qui étaient sur la liste des locaux vides précédemment. Donc, de façon positive, on va considérer que c'est grâce à la taxe qu'on a dû arriver à ça. Oui. La taxe qui Ça joue. Je crois qu'il y avait une question de Saint-Chéron en avant. C'est plus pour celle d'après, je pense. Ah non, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là, Oui. ouais. Je demande à connaître les montants annuels perçus par la commune depuis la mise en place de la taxe sur les friches commerciales. Moi, juste une question. Est-ce qu'on a des nouvelles friches, récentes, dis-moi? Il y a un moyen de vérifier entre 2019 et 2020 l'évolution des friches. Sinon, elles sont antérieures depuis 2 ans. De toute façon, Vous l'avez, ça, de toute façon. Dans C'est le dernier, celui-là. C'est la ceux qui sont imposés, c'est envoyé par les impôts. On veut dire que, est-ce que ça date d'il y a longtemps, ou bien avec le phénomène Covid, par exemple, ou autre, il y a eu de nouvelles friches, d'accord. Une augmentation. Voilà, donc c'est resté stable. Ok, super. Et entre 2020 et 2021, on pourrait voir notamment cette évolution, il y a moyen de le voir.
Il faut se promener dans les rues, tu verras que les magasins ils n'ont pas fermé. Oui, c'est ça, c'est La commune est assez petite pour qu'on puisse pour voir pouvoir et voir évoluer. Parce que là, je vois on a des outils pour le vérifier. Donc, ça aurait été logique d'avoir celui de 2019. Vu le nombre de commerces qu'on a sur la commune, il n'y a pas besoin d'une usine à gaz ou d'un fichier Excel pour arriver à voir ça. Il suffit de traverser le centre-ville. Mais juste faire un Le rapport, fichier, quoi. de toute façon, le fichier Excel, vous l'avez. Hein. Les impôts, ils Sur vous l'envoient. le 2021, non, c'était juste C'est à pour jour pouvoir à s'en rendre compte par rapport à l'évolution dans le temps. Et entre 2020 et 2021, c'est nous qui pourrons voir effectivement visuellement dans les pays qui sont fermés depuis un an. Effectivement, ça va quelque chose. Moi, j'entends pas avec le Mac. Simplement, ces documents, ça va quelque chose quand même. S'ils ont été faits, c'est pour pouvoir travailler dessus. On l'a, c'est-à-dire entre 2020 et 2021, ils n'ont pas encore été parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc vous, entre 2020 et 2021, c'est vous qui On Il n'y a entend pas de bien. problème. Ouais, ouais. Pas de problème. Et la liste, bon, je rappelle quand même que c'est pas nous qui faisons la liste. Il y a DGFIP qui nous envoie une liste et nous on valide. Bien sûr. D'ailleurs, Et par exemple, on sur aurait la voulu, liste, on en enlève pas mal. Qui sont pas. on aurait juste voulu connaître, par exemple, la fréquence du recensement, tout simplement, quoi. C'est annuel. Ils sont évolution. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on aurait bien aimé avoir celui de 2019. Mais après, Pour comparer. Le dernier. bon, après, voilà, si vous n'avez pas le détail où il se trouve, on verra le dire. De toute façon, oui, et puis on doit le retrouver dans les précédentes délibérations. D'accord, voilà, super, ok. On a commencé en 2018. Alors, la question de Saint-Chéron en avant. J'avais pas fini de lire la question. Le nombre des commerces fermés et ouverts chaque année depuis la mise en place de cette taxe. Et pour mémoire, Saint-Chéron en avant avait voté contre cette taxe, car n'incitant pas à l'incitation d'installation de nouveaux commerçants. Nous voterons à nouveau contre les augmentations de cette taxe. Oui, mais on est encore aux questions de Saint-Chéron en avant, là, sur la 5e. Alors, Et donc Saint-Chéron en avant demande à Monsieur le maire quelles sont ses actions personnelles engagées pour faire venir des commerces centre-ville. Actions personnelles, moi, je vais faire des courses, il n'y a pas besoin de Saint-Chéron, voilà. Brigitte, Alors, je précise qu'en 2019, la commune a perçu 594 € qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en 2020. Pour les recettes en 2020 et 2021, la DGFIP indique ne pas avoir retrouvé les commerces concernés. Donc la commune ayant utilisé une liste plus lisible que celle de la DGFIP, c'est pour la raison pour laquelle l'annexe présente en délibération est un peu moins lisible, c'est-à-dire celle-là, et l'autre qui est en bleu et qui est la nôtre. Donc on va envoyer cette année celle-là, qui n'est pas très lisible, mais qui a priori, pour la DGFIP, est plus compréhensible que la nôtre. Donc une correction donc a été demandée concernant la liste de 2021 à la DGFIP, et on attend donc leur retour. En plus, je signale que la commune, on n'a pas été alerté donc, par la DGFIP de leur incapacité à retrouver les commerces désignés par le conseil municipal. Concernant le nombre de commerces fermés et ouverts depuis la mise en place de ces taxes, l'annexe sur la liste des locaux vide est transmise annuellement à l'appui donc de la DGFIP, ce que je vous disais tout à l'heure, et les informations sur son point sont donc à disposition des élus. Tous les ans, vous reprenez vos tableaux et vous voyez les écarts de fermeture et d'ouverture. Voilà pour la question de Monsieur Levert. Pas d'autres questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, le point numéro 6, qui concerne toujours la taxe sur les friches commerciales, c'est la majoration. Donc, comme on le disait précédemment, la vacance des locaux est un effet préjudiciable à la dynamique commerciale de la ville. Une de nos démarches, puisqu'on en a fait d'autres, puisque je crois que c'était adressé à la chambre de commerce aussi pour essayer d'avoir des éléments, est d'inciter donc l'installation de nouveaux commerçants en instaurant en 2018, donc suivant l'article 1530 du Code général, cette fameuse taxe sur les friches commerciales. La mise en place de cette taxe a pour objet donc d'inciter les propriétaires à exploiter ou à louer leurs biens dans le cadre de la stratégie de développement économique du territoire, donc on fait contre la vacance.
Elle s'applique à certains biens exploités entrant dans le champ de la CFE depuis au moins 2 ans. L'assiette de la TFC, donc la taxe commerciale, est constituée de la valeur locative cadastrale, même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la TFC est évolutif et il est fixé par la loi. 10% la première année d'imposition, 15% la deuxième, 20% la troisième. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double, soit 20% la première année, 30% la deuxième, 40% la troisième. Donc, je vous ai parlé de l'article, vous parlez de l'article. Donc, nous, on vous propose, après l'avis favorable de la commission de commerce, qui a lieu le 6 septembre, de fixer les taux de la TFSE pour 2022 majorés, comme suit. Donc, 20% première année, 30% la deuxième, 40% la troisième. Donc, on aura, ce qui veut dire, on aurait, si c'est 500 € qu'on a eu en 2019, on aura 20% de plus que les 500 €, etc. Moi, je préférerais qu'on touche à rien. Ben, moi aussi, mais bon. Des questions? On a? Non. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. C'est belle. Merci. Le point numéro 7, le tableau des emplois sur modification. Donc, comme vous le savez, il appartient à l'organe délibérant sur proposition de l'autorité territoriale de fixer les effectifs des emplois. Et donc, comme nous modifions le fonctionnement de la restauration scolaire, on va en reparler tout à l'heure, il a fallu modifier certains postes et donc modifier des horaires. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de modifier la quantité de travail à temps non complet de l'emploi 2021-026 et de la transformer en temps complet. Et ensuite, d'annualiser les emplois d'agents d'entretien et de restauration. Donc, il y a la liste de ça. Il y a une création d'emplois d'assistants d'enseignement artistique, donc ça c'est un professeur du conservatoire. Et d'adopter le tableau des emplois comme vous l'avez reçu. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question de Saint-Chéron en avant. Quel est le nombre moyen d'emplois temps plein comparé aux communes environnantes de taille approximativement similaire au nombre d'administrés de Saint-Chéron? Saint-Chéron emploie 56 salariés équivalents temps plein pour un peu plus de 5000 administrés selon le rapport remis. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que le nombre d'emplois et la masse salariale de Saint-Chéron sont dans la moyenne des communes de la même strate. J'invite Monsieur Le Vert à consulter les publications de la Direction générale des collectivités territoriales sur le site de la cohésion des territoires, il pourra le trouver. Il y a aussi un rapport, la gestion RH dans les villes de France, qui est publié conjointement par la Banque Postale, Sofaxis, l'Association des villes de France. Donc, il est disponible sur le site des villes de France. On va voir les réponses. D'autres questions? Oui, petite question. Est-ce que vous favorisez l'accès aux personnes à mobilité réduite sur certains postes, pas forcément tout ce qui est technicien autre, mais tout ce qui est personnel administratif? Alors, il n'y a aucune discrimination. Nous, les emplois, de façon de favoriser, on ne peut pas. Ouais, mais c'est pas exprimé, oui. Moi, ce que je cherche surtout, c'est des gens qui sont adaptés au poste de travail. C'est ça que j'ai besoin, qui ont les compétences nécessaires. Voilà. Le critère principal, c'est celui-là. On sait que dans certaines entreprises, justement, on Ouais, c'est ça qu'on voulait dire, oui. Alors, plus mal exprimé. De toute façon, c'est notre intérêt, puisque vous êtes savoir qu'on paye des impôts dessus sur ces emplois qu'on n'utilise pas. Donc, nous, quand on a des handicapés, ça nous fait des taxes en moins à payer ici, puisqu'on est comme les sociétés privées, on paye aussi des taxes si on n'a pas le quota entre guillemets, c'est j'aime pas le terme quota, d'handicap dans en tout cas, il y aura des répertoriés. Donc, dès que les gens se présentent et qu'on peut les mettre à un poste, effectivement, on en avait, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais on en avait, même en administratif. D'accord, voilà, c'est ça. Non, il y a pas de souci. Est-ce que vous payez la GFIP l'Amérique? D'accord. Ah oui, je pensais que vous étiez peut-être exonéré. Ok. Et la GFIP, et d'ailleurs, le handicap, c'est pas que la mobilité. Hein. Non, mais voilà, ouais. Voilà, parler d'handicap. La mobilité réduite, je réponds que c'est pas que la mobilité, le handicap. Ça peut être la surdité, ça peut être plein de...
plein de paramètres qui font qu'il y a des emplois qui peuvent être ouverts et... Pas quand même ça, même pour dire ses employés. Ouais. Oui, dans ça les c'est technique. Ça aussi, On a ouais. des problèmes de solitude, On en a encore. Non, non, il n'y a pas de souci. Il faut juste effectivement que le poste soit adapté au handicap de la personne. Et pour répondre aux problèmes de handicap, on peut aussi passer par des fournisseurs qui eux-mêmes utilisent... Ça rentre pas. Non, mais ça change. Ça permet, enfin, je pense que... Ça va changer, ça. Enfin, c'est en cours de changement, cette fois. On l'a fait il y a quelques années, on avait un prestataire pour le bulletin municipal qui faisait imprimer ces documents dans un atelier adapté. Ça va réduire la part de... D'accord. Et juste parce que sur le document, il n'y avait pas écrit là de quel type de contrat il s'agissait. Il y avait écrit les deux. Et je voulais savoir un petit peu quelle était la part de l'un et de l'autre. Quel type de contrat? Moi, dans c'est une nomenclature schématique, on va dire. Ça dépendra des besoins de la commune sur d'accord. C'est pas encore défini finalement. Ah oui, du temps annuel incomplet. Non complet, temps complet. Pas d'autres questions? C'est des temps complets annualisés. C'est des emplois à temps complet annualisés. Des emplois à temps complet sur l'année. Annualisés. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point numéro 8, c'est le rapport social clinique qui a été présenté en comité technique. Donc, vous avez eu le document. Je vais vous en rappeler les points principaux. Sur les effectifs, le nombre d'agents identique à 2020 vers 71. Une modification de ces emplois a été initiée en 2021 pour résorber les emplois précaires. L'âge moyen des agents de la collectivité qui continue d'augmenter, passé de 49 ans en 2019 à 51 ans en 2020. Il n'y a pas que les élus qui vieillissent. Sur les mouvements de personnel, donc on a eu 7 départs d'agents permanents et 4 arrivées sur l'année 2020. Et bon, cette différence, c'est toujours la même chose. On a une très grande difficulté à recruter des personnels fonctionnaires. Ça, c'est malheureusement toujours d'actualité en 2021. On note 16 avancements d'échelon pour l'année 2020, un avancement de grade dans la filière administrative. Ensuite, sur le budget, ce qui est quand même un point important, les charges de personnel représentent 54,73% des dépenses de fonctionnement, contre 49,95 en 2019. Le budget, donc une augmentation de 2,69%. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette masse salariale, on a eu une année 2020 quand même compliquée pour plusieurs agents. On a versé une prime, ça je vous en rappelez, on avait voté pour les agents, pour la prime qu'on a appelée la prime Covid, comme dans toutes les collectivités. Ce que je tiens à rappeler quand même, c'est que la charge moyenne de personnel sur les communes de la même strate était de 56,4%. Nous, à 54,73, on est en dessous. C'est important de le noter. Pour les absences, on a en 2019 25,7 jours d'absence par fonctionnaire pour 15,5 jours en 2020. Ça, c'est surtout lié à des agents en longue maladie. La formation professionnelle, donc ça, vous l'avez ici. Et pour mémoire, on organise en 2020 2 réunions du comité technique et une réunion du CHSCT. Et un point important, aucune journée de grève n'a été constatée sur l'année 2020. Ce qui, je pense, montre que nos agents ne se trouvent pas si mal que ça chez nous. Voilà. Donc il n'y a pas de vote. Si vous avez des questions, bon. Donc, le conseil municipal prend acte de la tenue du débat sur le rapport social. Le point numéro 9, c'est le contrat groupe assurance statutaire. Donc en fait,
Le décret du 17 février 2021 fixe les modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit d'un agent public décédé. Et au titre de l'année 2021, le montant de ce capital n'est plus forfaitaire, mais est déterminé par rapport à la rémunération réellement perçue par l'agent. Donc ces nouvelles dispositions sont favorables aux agents, avec notamment la prise en charge du régime indemnitaire. Cette évolution réglementaire amène dans certaines situations à un doublement du montant du capital décès. En effet, pour rappel, en cas de décès d'un agent avant l'âge légal de départ en retraite antérieur à 2021, le montant du capital décès était égal à 13 888 €, soit 4 fois la valeur de l'assurance décès de la sécurité sociale. Avec l'entrée en vigueur de ce décret, les ayants droit de l'agent perçoivent un capital décès dont le montant est égal à la somme des émoluments des 12 mois précédant la date du décès. Sachant que la rémunération moyenne mensuelle au sein de la fonction publique territoriale est de 1 891 € net, soit 22 692 € net par an. Donc ça représente une augmentation significative du montant versé. Donc là, avant que vous me posiez la question, je vais vous parler du coût estimé pour la commune, puisque ça a quand même un coût. Actuellement, on était à 1 581,48 € par an. Donc avec l'augmentation en plus sur les derniers mois de l'année, ça nous fait un coût supplémentaire de 1 265 €. Et donc pour l'année 2022 qui sera complète, ça sera un coût de 2 530 € pour le personnel qui peut en avoir besoin. Donc c'est quand même une chose intéressante. Voilà, des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Le point numéro 10. La procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du CIG. Donc la commune, bien sûr, est soumise à l'obligation de mise en concurrence de ces contrats d'assurance. Et donc ce qu'on vous propose là, c'est de rejoindre la mise en concurrence qui va être effectuée par le CIG. C'est une mission qui est confiée au CIG, qui va être doit être officialisée par une délibération. Par contre, deux points. L'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une plus grosse masse pour l'appel d'offres en passant par le CIG. Mais l'avantage aussi, c'est que nous, on s'engage uniquement pour la procédure. Ça veut dire que si le résultat de l'appel d'offres fait par le CIG ne nous satisfait pas, on n'est pas obligé d'y souscrire. Il faut faire un appel d'offres de notre côté. Des questions? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Ensuite, le point numéro 11, la restauration scolaire, la modification du règlement intérieur. Je passe la parole à l'adjoint de la scolaire. Bien, merci. Donc la modification, en fait, elle concerne uniquement les horaires, l'amplitude horaire, puisque comme vous le savez, on a modifié les horaires de l'école pour avoir 2 heures de pause méridienne pour pouvoir faire 2 services dans chaque cantine scolaire. Et donc, il convient d'ajuster le règlement aux nouveaux horaires de la pause correspondant à la pause méridienne. Ouais, donc, comme l'a dit monsieur le maire un peu plus tôt, on a évidemment modifié les horaires des agents qui aussi participent au temps de restauration. Je veux redire, s'il te plaît, on l'a pas bien compris. Pardon. Je disais que nous avions ajusté et changé dans le règlement les horaires qui correspondent à la pause méridienne de 2 heures, qui font suite au changement des horaires de l'école, parce que depuis le début de l'année, l'horaire de l'école est à 8h30. Il faut avoir 2 heures sur le temps du midi pour faire 2 services dans chaque cantine pour accueillir les enfants qui sont plus nombreux à manger au sein de la restauration scolaire. Et donc, ça va permettre aussi de faire face à l'accroissement de population qu'on devrait avoir, notamment avec la ZAC de la Junière, mais qu'on a déjà aussi avec des parcelles en fond de terrain qui se séparent et puis avec des constructions, ce qui a amené, je vous le rappelle, à ouvrir une 7e classe, notamment en fond de bois. Donc, qui dit plus d'enfants, dit besoin d'espace dans la cantine. Donc, comme on n'a pas plus d'espace dans la cantine, on a pris l'option de prendre plus de temps. Voilà. D'autres questions? Oui. Nous avons bien compris donc les points 11 et
13 du service enfance concernant la mise en place de 2 services de cantine et l'application des règles sanitaires indiquant un changement des horaires que nous ne remettons pas en cause ici. Cependant, en lisant le règlement intérieur et de la restauration scolaire, point 11, et du temps périscolaire, point 13, notre attention a été attirée par 2 articles, le numéro 5 pour le scolaire et le numéro 6 pour le périscolaire. Lecture, donc je vous lis un article. Les enfants devront respecter les règles de politesse et avoir une tenue correcte. En cas de non-respect de cette règle, l'enfant ne sera plus accepté au restaurant. Pour être légaux et éviter toute discrimination, ces 2 articles doivent être complétés par une grille de mesures et d'avertissements de sanctions en fonction de la gravité de comportement. Cette grille existe-t-elle? Si c'est le cas, pouvez-vous nous la transmettre? Voilà, c'est ma question. Alors la grille, elle n'existe pas, et par contre, la politesse, ça existe. Voilà. Donc, il n'y a pas de grille à transmettre, mais effectivement, c'est un article qui est plus, je dirais, en prévention qu'en répression. Non, c'est dissuasif plus qu'autre chose. Non, je disais juste que ça paraissait un peu direct, on va dire, pour moi, on va d'abord passer par plusieurs mesures avant d'exclure l'enfant. Donc, écrit de la sorte, ça fait un petit peu bon. Ça s'appelle la dissuasion. Mais après, ça ne veut pas dire que ça s'applique au quotidien. Après, un enfant. À ma connaissance, il n'y a jamais un enfant qui a été exclu de la cantine. D'accord. Voilà. Si c'est pour vous rassurer. On a trouvé d'autres solutions avant. D'accord, oui, parce que comme ça, c'est. On ne prévient pas et c'est dehors. Ok. C'est jamais arrivé, en tout cas, à ma connaissance. Mais moi, je suis élu que depuis 95. Alors après, ce qui s'est passé avant, j'en sais rien. D'autres questions? Donc, pour le point numéro 11, qui est contre? Monsieur Delimotte. Qui s'abstient? 3 abstentions. Le point numéro 12, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va le voter tout de suite, puisqu'on vient d'en parler. Modification des horaires des établissements d'enseignement public. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. À l'unanimité. Et le point numéro 13, pour le périscolaire, je pense que vous n'avez pas eu je pense qu'il n'est pas utile de repréciser. C'est la même chose. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Attends, excusez-nous. Voilà. Alors, c'est à niveau. On a la 14. On a la 13, excusez-nous. À la 13, on vient de la voter. On vient de la voter. Ben, moi, je suis contre, hein, j'ai pas voté. Voilà, c'est ça. Je suis contre. On va voter par été là. Contre et abstention. 3 abstentions, 1 contre. Alors, moi, désolé pour cette fois, mais voilà, je demande quand même une certaine discipline. Non, bien sûr, mais comme on a l'habitude, et comme ils n'ont pas l'habitude, vous avez eu la excusez-nous, on va. synthèse il y a plusieurs jours, vous avez tous les documents, donc vous avez le temps de regarder. Non, regardez, quand vous passez à autre chose, voilà, enfin, je veux dire. Ah oui, enfin, concertez-vous avant, voilà. Mais je comprends pas quelle est la différence entre le fait que vous votiez pour l'école, enfin juste une explication parce que je vais mourir moins bête demain, mais ou plus tard, hein, Oui, pourquoi mais quelle est la différence entre le temps de l'école qui change, mais vous vous abstenez sur le temps du périscolaire qui de fait change puisqu'il est lié à au temps d'école. Enfin, C'est par rapport à l'article, c'est par rapport au règlement. C'est-à-dire on a découvert quelque chose auquel on ne s'attendait pas et auquel on n'a pas participé. Et donc du coup, pour ce fait-là, on vote contre ou on s'abstient. Parce qu'on n'est pas d'accord sur le règlement. Bon, alors ce que je vous propose, parce que sinon la secrétaire déjà elle commence à faire des bons, parce qu'elle a du mal à vous suivre. Hein, donc on va rappeler les votes pour le point numéro 11. Merci. Alors, qui est-ce qui est contre? Un contre. Monsieur Delimotte. Voilà. Abstention. 3 abstentions. Voilà. Pour le point 12, on est pour. Pour. On est tous Qui s'abstient? Personne. Donc à l'unanimité. Et pour le point 13, qui est contre? Un contre, monsieur Delimotte. Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci.
Le point numéro 14, l'adhésion de la communauté d'agglomération de l'Étampois au syndicat de l'Orge. Donc, la KSD, qui est compétente en matière de GEMAPI, a souhaité déléguer cette compétence au syndicat de l'Orge, dans une logique de gestion cohérente des cours d'eau par bassin versant. Et donc, par délibération du 11 mai 2021, le syndicat de l'Orge a accepté cette adhésion avec effet au 1er janvier 2022. Mais pour que cette adhésion soit effective, il faut, comme c'est une modification du périmètre du syndicat, et donc il faut que les communes adhérentes délibèrent sur ce point. Voilà. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Monsieur Delinotte. Merci. Le point numéro 15, c'est la modification des statuts de la CCDH. Là, je vais profiter du fait que j'ai à côté de moi le président de la CCDH. C'est un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Bien, donc au mois de mai 2021, au mois de mars 2021, la CCDH a modifié l'intérêt communautaire commerce, puisqu'on a souhaité mettre en place une opération chèque cadeau, dont vous allez bientôt voir les effets, pour soutenir le commerce local. Et en fait, au moment où on a fait cette modification statutaire au sein du conseil communautaire, la préfecture avait listé un ensemble d'éléments à modifier pour que la modification des statuts soit validée. Donc ces modifications, elles étaient sur 2 articles. L'article 4 qui expliquait que sur le réitéré des statuts de l'intérêt communautaire des compétences, il y avait une différence des statuts et des compétences. Et ça révèle notamment de la validation des conseils municipaux. Le contenu des compétences dit d'intérêt communautaire est lui validé par le conseil communautaire à la majorité des 2/3. La définition d'intérêt communautaire n'a pas figuré dans les statuts, donc cette définition a été retirée, mais ensuite le conseil communautaire a repris une délibération pour acter à nouveau de l'ensemble des intérêts communautaires approuvés. Donc, on n'a rien oublié cette fois-ci, donc c'était passé. Juste pour information, et c'est avant qu'il y ait une question, la prochaine fois qu'on va modifier l'intérêt communautaire, ce sera certainement le 22 novembre prochain, où on modifiera cette fois-ci la compétence enfance pour intégrer le nouvel ALSH Les Écureuils qui se situe à Sarmey. Il y avait toujours dans l'article 4, il y avait une référence aux compétences obligatoires, facultatives et optionnelles. Donc, antérieurement, le CGCT distinguait les compétences obligatoires, les optionnelles, celles que la CCD pouvait prendre pour bénéficier d'une DGF bonifiée, et les facultatives, donc les libres, et nos statuts les distinguaient de cette manière. Désormais, le CGCT ne distingue plus les compétences obligatoires, ne distingue que les compétences obligatoires qui sont plus nombreuses et les facultatives. Donc, nous avons réintégré les optionnels dans les facultatives avec une nouvelle numérotation. Mais aucune compétence n'a été modifiée. Et ensuite, l'article 6, c'était sur la répartition des sièges qui composent la CCDH. Donc, sur le mandat 2014-2020, donc le mandat précédent, la répartition des sièges avait été dérogatoire, permettant ainsi à toutes les communes d'avoir 2 sièges minimum. Ceci avait été mis de façon, ça avait été inscrit comme ça dans les statuts. Or, à chaque renouvellement général des conseils municipaux, dans l'année qui précède, il convient de se mettre d'accord sur une nouvelle répartition, qu'elle soit de droit, donc proportionnelle en tenant compte de la part de la population des communes. En 2019, bien que la CC avait proposé une répartition dérogatoire qui reprenait donc, le fonctionnement 2014-2020, la majorité qualifiée requise n'avait pas été atteinte. En effet, l'ancienne municipalité de Dourdan l'avait refusée et avait de ce fait bloqué la dérogation. Et Dourdan, qui représente plus d'un quart de la population de la CCDH, ça suffit pour bloquer une décision de cette sorte. De fait, le préfet de l'époque avait pris un arrêté de répartition avec la règle de droit commun. Cette répartition de droit commun, c'est celle qui s'applique depuis le mandat en cours. Et donc, il nous lie pendant 6 ans. Et afin d'éviter que tous les 6 ans on revienne sur les statuts, on a décidé d'inscrire et de faire un rappel à l'arrêté préfectoral pour éviter d'avoir modifié les statuts. Voilà sur les 2 modifications des statuts de la CCDH. Voilà. Ça a été clair. Vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci.
Donc, l'ordre du jour est terminé. Excusez-moi, j'aurais- j'ai une question. J'ai vu qu'il y avait le 16 sur la deuxième page du document qu'on vous a transmis, point d'information au conseil municipal, nouveau règlement de collecte des déchets ménagers Oui. et assimilés. Oui. On n'a pas le document, on n'a pas de... Pour l'instant, Et on n'en a pas parlé. laissez-moi finir ma phrase. Merci. J'ai dit que je vais traiter les questions diverses, et après, j'ai 2 points d'information que je vais vous traiter. Voilà. Alors, les questions diverses. Des questions, alors c'est des questions d'ensemble pour Saint-Chéron, et des questions qui avaient été posées, mais qui étaient arrivées hors délai lors du précédent conseil. La première. Récemment, la parcelle AB70, une ancienne sablière située à l'angle du chemin des Parignans et de la route menant à Baville, a été déblayée. Des déchets y ont été déposés. Cet espace est-il destiné à remplacer la décharge située actuellement dans le bois des herbages? Pourquoi la commune n'investit pas dans une veine ouverte avec porte qui permettrait que les déchets ne soient pas sur le sol? Alors cette plateforme, c'est une plateforme qui est dédiée à la récupération des déchets inertes végétaux. C'est une ancienne carrière, c'est pour ça qu'il y a une cavité d'un volume non négligeable. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est les volumes de végétaux. Si la commune devait les emmener à la déchetterie, d'abord, on se ferait refouler par le site Réva parce que les particuliers ne pourraient plus accéder aux veines. Et ça a un coût énorme. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est pour les déchets, un des coûts de traitement les plus élevés, ce sont les végétaux. Donc, et là, cet été, comme on a manqué de personnel, on n'a pas pu enfouir ces végétaux comme on le fait d'habitude, donc ça sera corrigé. Et puis je rappellerai quand même, parce que quand on m'envoie des photos de cette zone-là, je rappellerai quand même que cette parcelle fait partie du domaine privé de la commune, et donc que l'accès est interdit au public. C'est en dehors du secteur concerné, de ce que je crois savoir. Je connais À travers les suffisamment le grilles. secteur pour savoir que c'est sur la parcelle privée. La question numéro 2. Quel est le positionnement de la municipalité de Saint-Chéron par rapport à l'avenir de l'hôpital de Dourdan? Est-ce que Saint-Chéron soutient le maire de Dourdan dans ses actions pour préserver l'hôpital? Alors moi, je suis maire de Saint-Chéron. Je n'ai pas pour habitude de m'aligner systématiquement sur ce que peut penser le maire de Dourdan. Le problème de l'hôpital, nous avons une représentante au conseil de surveillance de l'hôpital. Nous avons voté des motions au conseil communautaire et la commune de Saint-Chéron a toujours voté toutes les motions qui ont été proposées par le conseil communautaire. Et dans ce cas-là, ce que je peux proposer, c'est Madame Guidez, qui est là, qui est représentante de la CCDH au conseil de surveillance, peut éventuellement vous donner des précisions supplémentaires. Je remercie Monsieur le maire de me donner la parole par rapport à ce sujet, sachant que j'ai fait partie du conseil de surveillance maintenant ça fait plus de 10 ans. Je crois qu'ils n'entendent pas. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc je disais que je fais partie du conseil de surveillance depuis plus de 10 ans. Et donc j'ai vu, je connais l'historique et j'ai vu aussi la fermeture de la maternité qui a laissé quand même, je dirais, à tous des amertumes, même entre les deux hôpitaux, entre Étampes et Dourdan, une petite guéguerre aussi entre les médecins. Voilà, faut quand même le dire. Donc il y avait en tout cas une décision importante à prendre, puisqu'on sait que tous les 5 ans, vous avez un nouveau projet médical qui est proposé. Donc c'est un travail avec les médecins et les syndicats. Aujourd'hui, ce qui était proposé, c'est qu'il y ait une labellisation de cet hôpital, mais avec un transfert des 8 lits pédiatriques sur Étampes. Donc, bien évidemment, on était absolument contre, et ça a été ma position tout de suite. Moi, j'ai rencontré l'ARS pour appuyer, bien sûr, la demande, c'est-à-dire la demande que, certes, la labellisation, ok, mais que les 8 lits restent sur l'hôpital de Dourdan. C'était un petit combat quand même de quelques mois, je dirais, avec tous les maires, je tiens quand même à le dire, puisque la décision, je n'ai pas voulu la prendre toute seule, et que j'ai demandé au président de la communauté de communes que nous fassions une réunion avec tous les maires pour expliquer comment dire, le projet médical et surtout pour qu'on puisse prendre une décision de territoire. Voilà, sachant que tous les maires ont voté pour la labellisation avec évidemment
le refus de transfert de ces 8 lits sur étang. Voilà, donc ce que je peux quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, vous aurez une médecine polyvalente, une unité de surveillance continue, une unité de chirurgie ambulatoire, soins de suite et de réadaptation polyvalents et gériatriques, soins de longue durée. Ne t'embête pas, je te donnerai une photocopie, tout pas de photocopie, et puis voilà. Et bien sûr, un service d'urgence, parce que dans ces moments-là, il suffit de n'importe quoi. Il n'a jamais été question que le service d'urgence se ferme. Vous aurez aussi un plateau technique d'imagerie avec le projet d'y implanter une IRM, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, de biologie et de pharmacie. Vous aurez un plateau de consultation, un centre périnatal de proximité, une offre de soins de pédiatrie à définir et à consolider. Donc c'était ça le réel sujet. Donc aujourd'hui, en tous les cas, nous gardons nos lits. Voilà. Vous aurez des lits d'hospitalisation complètes, activités ambulatoires et accueil non programmé aux urgences. Et ça, c'était quand même non programmé. C'est quand même ce qui était très important. Et ça a été aussi notre combat. Et une unité de dialyse gérée par Nefrocar. Donc vous avez 8 postes. Et un partenariat en hospitalisation à domicile. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez une telle critique pour préserver un hôpital de près de 200 lits et places, donc des missions de soins de proximité apaisées de l'enfance à la fin de la vie de vie. Voilà. Et aujourd'hui, la petite critique, je dirais, c'est qu'on trouvait qu'il y avait trop de lits pour les personnes âgées. Je veux juste faire un petit rappel. C'est que vous avez une loi qui va arriver, c'est grand âge et autonomie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je dirais que les jeunes ménages font un enfant, voire 2, mais rarement 3. Voilà. Et nous avons une population qui est beaucoup plus vieillissante, plutôt qu'elle rajeunit. Donc, évidemment, aujourd'hui, il va penser plutôt à une population vieillissante. Qu'est-ce qu'on leur offre, en tous les cas, au niveau soins et au niveau cursus. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision. La labellisation, vous avez quand même pas mal d'hôpitaux en France qui sont labellisés aujourd'hui. Je crois que vous en avez plus de 500. Et je pense que ça aurait été dommage quand même que nous, en tous les cas, on ne prenne pas le train en marche, sachant que Longjumeau, lui, il l'a pris déjà et il sera labellisé d'ici peu de temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, ça a été voté, le projet médical a été voté mardi. Voilà. Alors, il a été voté, je crois qu'il y avait 13 votes, vous avez eu 11 votes pour, une abstention et un contre. Donc, vous voyez qu'il est quand même passé largement. Juste rajouter que ça a vraiment été un combat de tous. Enfin, voilà, donc le maire de Dourdan a mené son combat. Les opposants ont mené le combat aussi sur un sens inverse, peu importe. Mais en tout cas, au sein de la communauté de communes, ça a été unanime. Et on a tous travaillé pour avoir, je dirais, fromage et dessert, c'est-à-dire à la fois maintenir les lits et avoir la labellisation. Moi, j'ai rencontré aussi, je ne sais plus ce qu'il est, M. Marchina, dans son titre exact. Le président. Voilà, le président du conseil de surveillance, etc. Enfin, on a tous travaillé en ce sens. La députée s'est mobilisée. Voilà, tout le monde a été mobilisé pour que le site de Dourdan soit maintenu avec la pédiatrie et l'urgence pédiatrique et effectivement la labellisation qui garantissait des investissements. Il va y avoir un nouveau bâtiment construit justement pour accueillir de la gériatrie. Enfin, voilà, c'est quand même et donc qui dit des investissements comme ça dit aussi de l'emploi sur le territoire. Et ça reste quand même aussi un des combats de la communauté de communes. Alors, ce qu'il faudrait peut-être rajouter là-dedans, tu as raison, ça, c'est toujours le problème des moyens financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital ne vit que par le nombre de personnes qui peuvent venir à l'hôpital, se faire opérer, enfin bon, etc., se faire soigner. Sauf que, du coup, il y a un gros déficit, alors que la labellisation vous permet d'avoir 80% d'assurance, de financement par l'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi, je me suis vraiment battue pour la labellisation. Alors, en plus, la labellisation ne veut pas dire que si dans quelques années, on trouve que ça nous bloque trop pour certaines choses, on peut la laisser tomber. Voilà, ce n'est pas quelque chose que l'on garde inatternable. D'accord? C'est quelque chose que, si on s'aperçoit que ça peut nous bloquer pour certains projets, on peut la laisser tomber. Voilà, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et je pense que on aurait été bête quand même de ne pas le faire. Je tiens quand même à dire que l'hôpital de Dourdan, aujourd'hui, n'a pas une si bonne réputation que ça. Et qu'aujourd'hui, si on ne prend pas un certain train en marche pour justement le rendre beaucoup plus attractif, eh bien, on est mort demain. Voilà, je pense qu'il faut être conscient de ça
Et il faut arrêter de jouer au jeu de l'autruche, c'est-à-dire se mettre la tête dans le sable, comme si tout allait bien, alors que c'est pas le cas, et qu'au bout d'un moment, ben oui, il faut prendre des décisions, moi je pense dans le bon sens, notamment aux moyens financiers. Non, et puis après, il ne faut pas non plus faire du combat de l'hôpital un combat de personne. Enfin, moi, j'ai trouvé assez désolant qu'on attaque systématiquement un médecin qui voulait, soi-disant, tout rapatrier sur Étampes, ce qui pouvait être vrai, j'en sais rien. En tout cas, je considère que le combat se fait sur les idées et les projets, et pas sur les personnes. C'est mon avis, pour aller plutôt dans le sens inverse de ceux qui combattaient la position qu'on pouvait nous défendre. Voilà. Voilà, j'espère que j'étais assez clair et assez explicite. Voilà, merci. La question numéro 3, quels sont les projets à venir pour la jeunesse? Bien, les projets à venir pour la jeunesse sont à la fois multiples et variés. Donc, la Maison des Jeunes, donc, qui accueille les jeunes de Saint-Chéron, donc, propose beaucoup d'activités tout au long de l'année. Il y a un programme qui normalement ne se fait que sur la période des vacances, et aujourd'hui, ils sont capables de présenter un programme aux jeunes sur les périodes entre les périodes de vacances. Donc, il y a toujours des activités foot, etc. Mais il y a du geek, il y a de la cuisine. Enfin voilà, ça se développe plutôt sainement. Vous dire que sur la Maison des Jeunes, il va y avoir 2 recrutements, puisqu'on va bénéficier d'un programme PS Jeunes, donc c'est soutenu par la CAF. C'est pour vous dire qu'il y a des projets qui vont arriver. On va mettre en place le projet Tremplin Citoyen, enfin le dispositif Tremplin Citoyen, qui permet aussi de donner un petit peu de pouvoir financier aux jeunes et découvrir aussi ce que c'est que la vie des communes et autres à travers de l'investissement de leur temps. Il y a un voyage au ski qui est prévu en fin d'année et qui va cibler les plus de 16 ans. Il y a des jeux vidéo, pareil, au mois de décembre. Et on travaille sur la mise en place d'une rencontre plutôt au printemps de l'année prochaine, en partenariat avec la mission locale et la PIS. Et la PIS, c'est l'association qui s'occupe de l'inclusion, du handicap et de la prévention. AAPISE. Non, il n'y a pas de souci. Pour compléter, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a peut-être des projets pour les jeunes, mais il y a des projets qui sont pour tous. On a quand même un projet de refaire la maison des associations, où il y a entre autres la bibliothèque, c'est pas à destination des personnes âgées, c'est à destination de tous les Saint-Chéronais et les jeunes y compris. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, nous avons commencé avec Madame Guidez des rencontres, et on va reproduire ces rencontres, on va en refaire. On n'a pas encore programmé la date de la prochaine, mais ça va tarder. Justement, pour rencontrer des jeunes, parce que nous, on va dire que moi, je l'ai admis depuis longtemps que je faisais partie des vieux, mais je pense qu'on a quand même un certain décalage avec des 12-18 ans. Donc, je pense que ce qu'on a besoin, surtout, c'est de les écouter. Donc, on va faire ça. Voilà, on en a déjà fait, c'est très intéressant. Moi, je suis quoi? Je suis Parce que Clébert est associé à cette démarche. De toute façon, il continuera. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble de choses voilà, qui s'adressent aux jeunes. Moi, j'ai d'autres projets aussi. Vous savez que nous avons inauguré l'allée de la Légion d'honneur la semaine dernière. J'ai rencontré des gens de la société des membres de la Légion d'honneur qui font déjà des conférences et des rencontres au niveau des collèges et des lycées. Et donc, je vais proposer au collège de Saint-Chéron, voir si on peut monter une opération comme ça. Voilà, c'est tout un ensemble de choses comme ça. Voilà, ensuite, autre question, la numéro 4. Est-ce que Saint-Chéron avait candidaté au projet Petite Ville de demain? Pourquoi Saint-Chéron ne s'est-elle pas associé à Dourdan, comme l'ont fait Limours et Brie-sous-Forges, par exemple, pour ce projet? Alors, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est les critères pour participer au projet de Petite Ville de demain. Donc, commune de moins de 20 000 habitants, ça, on en fait partie. Mais c'est aussi une ville qui exerce des fonctions de centralité sur le bassin de vie. Et surtout, et ça c'est le point important, ce sont des villes qui montrent des signes de vulnérabilité, aussi bien sur le plan démographique, social, économique. Et Saint-Chéron n'est pas dans ce cas-là. Voilà. C'est pour ça que Dourdan a été choisi. Par contre, ce qu'il faut quand même admettre, c'est que Saint-Chéron est quand même dans le projet par l'intermédiaire de la CCDH, parce que le projet Petite Ville de demain est aussi porté par les intercommunalités. Donc,
Saint-Chéron, indirectement, est dans le dispositif. Je dirais, si tu permets, que la ville de Dourdan est évidemment la ville qui va bénéficier principalement du dispositif Petite Ville de demain, mais effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, il y a un chef de projet qui est cofinancé par la CCDH, puisqu'il y a des compétences de Petite Ville de demain qui dépendent de la CCDH, notamment la mobilité, la gestion de l'habitat. Sur tous ces domaines-là, la CCDH prend pleinement et entièrement sa place. Au moment où ça a été décidé qui pouvait bénéficier du dispositif Petite Ville de demain, il faut savoir que c'est une décision du préfet de région. Ce n'est pas le préfet de l'Essonne qui a décidé. Voilà. L'Essonne a candidaté, a donné 27 villes potentielles. On en a obtenu 12 ou 13. Parmi nous, à côté de nous, il y a Breuillet, il y a Limours. Il y a eu effectivement aussi 2 binômes qui ont été réalisés. Moi, à l'époque, j'avais demandé pour éventuellement faire un binôme avec Saint-Chéron et Dourdan, puisqu'on considérait que ça pouvait éventuellement. Mais effectivement, comme l'a dit monsieur le maire, on ne rentre pas dans les critères, je dirais, notamment les critères sociaux. Hein, voilà, on n'est pas considéré comme étant en difficulté. Et donc, voilà. Après, Petite Ville de demain, c'est très vaste. Et notamment tout ce qui est associé Maison France Service, etc. La centralité, c'est vraiment très important dans le choix du bénéficiaire du dispositif. Ça ne veut pas dire que les territoires des villes à côté vont rien avoir, au contraire. On part du principe que ça va être en pôle de centralité, qu'ensuite ça va rayonner sur les autres villes. Et donc, effectivement, on aura aussi Saint-Chéron, comment dirais-je, une part de Petite Ville de demain, mais c'est aussi beaucoup d'engagement financier pour les villes qui en disposent. Hein. Faut pas croire que c'est juste un tiroir caisse et qu'on encaisse. Hein. Il y a aussi pas mal de choses à investir. La question numéro 5, quels sont les effectifs des écoles? Bien, et bien cette année nous avons 505 enfants dans nos écoles, donc 88 sur 3 classes au Pont de Bois en maternelle, 93 sur 4 classes en maternelle au centre, 172 élèves sur 7 classes en Pont de Bois élémentaire et 152 en élémentaire au centre, sur 6 classes. La question numéro 6, est-ce que Saint-Chéron propose une alternative pour les enfants cas contact négatif? Cas contact négatif. Alors, c'est un nouveau mode. C'est quoi un cas contact négatif? C'est un cas contact qui n'est pas positif, j'imagine. Celui-là, il est identifié, je ne le connaissais pas. Il y avait cas contact ou soit des cas contact positifs, soit des cas contact négatifs. On a eu quoi? Il n'y a pas de. Non, parce qu'il y a quand même un isolement. Comment? Il y a quand même un isolement pour les personnes cas contact. Il est cas contact, il n'est pas négatif. Il est cas contact. Si il est cas contact négatif, il doit rester 7 jours de plus chez lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, peut-être que les négatifs est de trop, mais. D'accord. Bon, aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas, de toute façon, on n'est pas touché par le système. Là, j'ai encore eu l'inspecteur au téléphone ce matin. Nous n'avons pas d'enfants, en tout cas dans nos écoles élémentaires et primaires, concernés par un cas contact positif. Ensuite, Saint-Chéron, comme les autres, on appliquera les règles que nous ont définies l'Éducation nationale. Les protocoles, ils sont définis. Le protocole, il est défini. Aujourd'hui, on est en alerte jaune de mémoire, donc c'est le niveau 2. Donc on applique le niveau 2 et on suit les directives de l'Éducation nationale. C'est fermé. La classe est fermée de toute façon. La question numéro 7. Qu'en est-il du pass sanitaire pour nos jeunes collèges? Car il nous semble que pour les plus jeunes, il n'y en a pas besoin. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. On applique le protocole sanitaire. Voilà. Sachant que vous l'avez entendu ce matin, notamment, oui. Ça a été annoncé à partir du 4 octobre pour les départements en dessous de 50 pour 100 000. On retirera les masques dans les écoles primaires. Hier soir, on était à 72 pour 100 000. Donc on descend quand même assez vite en Essonne. On est même en dessous de la moyenne de l'Île-de-France, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. La question numéro 8. Les activités extrascolaires sont-elles concernées par ces mesures? De toute façon, c'est le protocole sanitaire qui s'applique. Ça ne change rien. Ah.
La question numéro 9. À quand remonte l'entretien réparation des bancs en bois, des passerelles et du ponton sur l'eau de l'espace Les Closeaux en face des HLM? Nous avons relevé que le bois était très dégradé, notamment le pied de certains bancs, et le ponton mérite en urgence d'être réhabilité car très abîmé. Si nécessaire, nous avons des photos à l'appui. Moi, j'y passe de temps en temps, donc je sais comment il est. Bon, de toute façon, on fait de l'entretien régulièrement. Là, c'est vrai qu'il y a quelques bancs qui sont un peu plus dégradés que les autres. Le ponton, on le surveille. C'est quand même un peu dangereux. Voilà. Mais c'est pareil, les pieds du ponton, ils sont dans l'eau. Hein. Donc, ça vieillit pas. Voilà. De toute façon, on va réparer. Et voilà. Maintenant, Saint-Cheron en avant. Alors, question numéro 1 de Saint-Cheron en avant. Monsieur le maire ou son adjoint peut-il apporter des précisions aux nombreuses questions par Saint-Cheron en avant sur l'augmentation exagérée du prix du mètre cube de l'eau à Saint-Cheron? Ça, je me doutais bien que ça vous manquait. Nous n'avons que des embryons de réponse. Aucune action n'a été entreprise par le maire pour rétablir un prix proche de celui payé par les administrés des communes voisines. À notre avis, des actions sont nécessaires pour ramener le prix du mètre cube qui vient à nouveau d'augmenter, en passant de 5 € par mètre cube à 5,1 € par mètre cube en juillet 2021, vers le tarif moyen payé en France, à savoir 3,40 € par mètre cube. Donc, ce que je rappellerai, mais ça vous le savez déjà, M. Desil a déjà apporté à plusieurs reprises des justifications, des réponses. Ces sujets pourront également être abordés lors du prochain conseil municipal, puisque nous aurons ici la présence du cabinet IRH Conseil qui nous suit sur la délégation de service public avec Veolia. Et donc, ils vont nous présenter le rapport d'activité Veolia. Si M. Levert nous fait l'honneur d'être parmi nous, il faudra poser des questions. Question de Saint-Cheron en avant. Donc, numéro 2. À quelle date la réhabilitation du bassin de retenue des eaux pluviales de la Petite Beauce, dénommé également Mare de la Petite Beauce, avec en outre son fossé situé sur la partie publique, sera en lien avec le CG 91 finalisé, vu que l'eau a de nouveau stagné cet hiver au niveau du triangle face entrée du Pré et que les eaux pluviales qui tombent sur les champs de la plaine se retrouvent sur la RD 132 et par voie de conséquence chez les administrés situés le long de cette RD 132 dans la traversée du hameau. Ces travaux nous semblent une urgence prioritaire. Saint-Cheron en avant demande à Monsieur le maire, aux responsables de la voirie, du syndicat de l'Orge et aux responsables du service technique de la mairie de se rendre sur le terrain afin de prendre la mesure des travaux à réaliser suite aux inondations survenues les 19/6/2021 et le 13/7/2021. Pour information, Saint-Cheron en avant a contacté le CG 91 et le syndicat de l'Orge, faute d'action connue du service de la mairie. Le syndicat de l'Orge est venu sur place à notre demande et a constaté les travaux réalisés par le CG 91 il y a quelques années. Travaux comportant de nombreuses non-conformités selon les responsables du syndicat de l'Orge et qui doivent être traités au cours d'une réunion avec le service technique de la mairie de Saint-Cheron le 15 mai 2021, à qui nous demandons un exposé des actions décidées eu cours lors du CM du 23/09/2021. Alors d'abord, le CG 91, il n'existe plus depuis longtemps, donc ça, bon, voilà, ça, Monsieur Levert ne le sait pas. Donc le département n'est pas concerné par ce périmètre, de toute façon, ça relève pas de sa compétence. Les espaces concernés, c'est des terrains privés, c'est une mare et un fossé. Et donc justement, le propriétaire, on l'a rencontré, il a été contacté par la mairie, et il s'est engagé à faire réaliser un curage de la mare et l'entretien de son fossé avant la fin de l'année. Alors tout le reste, c'est des questions qui ont déjà été reprises maintes fois. Voilà.